L'objectif de cette vidéo concerne précisément les deux méthodes de calcul proposées dans le module de structure dans l'espace et qui sont qualifiées de classiques ou d'avancées. Et cela se fera via un exemple simple. Alors, lançons d'abord le module, que voici. En voici l'interface. L'exemple, il a déjà été préparé. On va aller ici, on va aller le chercher. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une poutre principale bi-encastrée reliée à une poutre secondaire. Alors, je vais remettre les axes de la poutre, je vais vous montrer le chargement. Et voici le chargement. Donc, il s'agit du chargement de la poutre secondaire qui se retrouve en flexion simple et qui conduit sur la poutre principale à un état de flexion-torsion. Bien. La poutre principale a pour section un HEA 300, c'est indiqué ici, et la poutre secondaire a pour section un IPN 220, c'est indiqué dans la table des sections des poutres. On peut ici voir la disposition des sections. Ceci est l'IPN 220 et ceci sont les HEA 300. Donc voici. Nous avons donc la flexion de la poutre secondaire qui conduit à une flexion-torsion d'une poutre principale qui est donc bi-encastrée. Alors la poutre principale ayant pour section un HEA, c'est-à-dire une section mince ouverte, présente naturellement une faible rigidité de torsion et un gauchissement de torsion important. Cependant, ce gauchissement est empêché au droit des encastrements. Alors, deux types de résolutions seront menées, classiques ou pas, pour montrer, via la comparaison des résultats, l'intérêt ou la nécessité, dans un pareil cas, d'une résolution non classique ou avancée. Pour le logiciel CSB, ou donc pour ce module, la résolution classique est désignée par CBT, comme Classical Beam Theory, et la résolution avancée est désignée par RBT, comme Refined Beam Theory, ou bien encore calcul avancé de poutre. Alors, on rappelle d'abord qu'en théorie classique, c'est-à-dire en CBT, l'encastrement conduit au blocage de la translation et de la rotation, mais la section reste libre de se déformer. Alors que pour la théorie avancée, donc RBT, l'encastrement inclut aussi le blocage de la déformation de la section, dont, entre autres, le gauchissement de torsion, et donc permet d'assurer un réel encastrement qui permet non seulement de bloquer le mouvement global de la section, mais aussi sa déformation et réaliser un réel encastrement. Alors, nous allons commencer par un calcul classique. On pourrait s'attendre à choisir de calculer avec une méthode classique en regardant analyse d'options. Non, ce n'est pas là que ça se trouve. On revient au niveau de la structure, c'est-à-dire de ceci, et au niveau de la déclaration des sections. La deuxième colonne qui est ici, devant la HEA 300 par exemple, on voit que la case n'est pas cochée. C'est ici que l'on choisit si une section sera traitée en classique ou pas. Par défaut, une section est traitée par la méthode classique. Quand j'en dis une section, ça veut dire que pour le problème de la structure, toutes les poutres qui sont en HEA 300 seront tracées par la méthode classique. Et donc, le choix de la méthode ne se fait pas sur une sorte de choix général sur les calculs de structure qui vont avoir lieu, mais précisément sur chacune des sections que l'on traite. Et on peut très bien, dans un même exemple, dans une même structure, calculer certaines sections selon la méthode classique et d'autres sections selon la méthode avancée. Comme on peut aussi calculer pour toutes les sections d'utiliser la méthode avancée ou bien pour toutes les sections la méthode classique. Bien. Alors pour ce qui nous concerne, cette colonne n'est pas cochée ni pour l'IPN 220 ni pour la HEA 300. Donc ces deux sections
seront traitées de manière classique. Quand on dit que les deux sections seront traitées de manière classique, cela veut dire que toutes les poutres qui ont ces sections seront traitées de manière classique. Alors faisons-le, commençons par l'analyse qui est par défaut et qui est celle classique. Je vais dans Analyse, j'ai un seul chargement et je fais Solve. Voilà. Le calcul a été fait, il y a un seul cas de charge, il a été calculé, je choisis une combinaison qui le considère et qui ne considère que lui, et je regarde les résultats. Alors, quels sont les résultats auxquels nous allons nous intéresser? On va s'intéresser au déplacement vertical de ce nœud, c'est-à-dire le nœud numéro 4, le déplacement selon Z. Donc voici l'axe Z, l'axe X et l'axe Y global. Et nous allons nous intéresser aussi à la rotation au milieu de la poutre principale, donc au droit du nœud numéro 2, à la rotation de torsion, c'est-à-dire que la rotation autour de l'axe X qui est ici. On va en regarder les résultats. Très bien. Alors allons-y, allons voir les résultats, réaction et déplacement de nœud. On regarde au niveau des déplacements de nœud. Le nœud numéro 4 a un déplacement selon Z, de moins 146 mm. On va dire entre moins 140 et 150. Très bien. Et à part ça, la rotation au droit autour de X, pour le nœud numéro 2, au droit du nœud numéro 2, la rotation est de moins 72,9 milliradians. On va dire à peu près moins 70 milliradians. Alors pour faire simple, on va dire que la rotation est de à peu près moins 70 milliradians et que la translation verticale, donc vers le bas du nœud numéro 4, est de moins 140 pour faire simple. Très bien. Autre résultat important. En fait, au niveau des efforts intérieurs et des contraintes, évidemment, la poutre secondaire, on peut le voir ici, pour la poutre secondaire, c'est la poutre numéro 3. Elle est évidemment en flexion simple, donc effort tranchant et moment, c'est normal. Et quant à la poutre 1, 2, on n'a pas d'épure, mais on le regarde un par un. La poutre 1, on regarde ses efforts intérieurs, il y a bien de la flexion et une torsion. Et sur la poutre 3, la poutre 2, pardon, il y a bien entendu, c'est la continuité, donc de la flexion et de la torsion. C'est normal. Très bien. Allons voir l'état de contrainte. Alors, si je regarde l'état de contrainte dans la poutre numéro 1 de la poutre principale, et c'est celle qui m'intéresse, je reprends d'abord l'état de contrainte, on voit que la flexion est nulle au milieu, et donc la flexion est maximale aux extrémités. Donc, on va aller voir l'état de contrainte au droit de l'encastrement en 1. Alors, je me mets en 1. Je vais aller voir au niveau des contraintes pour la poutre numéro 1, qui est de longueur 5 mètres. Je vais la regarder au droit de l'encastrement à 0. Alors, allons voir l'état de contrainte axiale. Voici l'état de contrainte axiale. L'état de contrainte axiale correspond à un état de contrainte de flexion. C'est normal, nous sommes en classique. J'ai un moment de flexion, j'ai une contrainte de flexion qui a cet aspect. J'ai une distribution de contrainte axiale qui est plane et qui a cet aspect et qui passe par exemple de traction à compression ou bien de compression à traction. Voilà. Et on peut ici voir les valeurs maximales qui sont à peu près de, on va dire, 1 mégapascal. Voilà, c'est plus ou moins 1 mégapascal. En même temps, on peut aussi voir les cisaillements qui sont dus à l'effort tranchant, que voici. Alors, est-ce qu'ils sont dus qu'à l'effort tranchant? Non, ils sont dus à l'effort tranchant dû à la flexion simple, mais aussi à la torsion qui est présente. Et en fait, quand on regarde le cisaillement que l'on obtient ici, il s'agit bien d'un cisaillement de torsion beaucoup plus que d'effort tranchant. D'ailleurs, essentiellement de torsion, puisqu'ici, le maximum est sur les bords. Et ça représente tout à fait ce que l'on a quand on a une torsion pure, pratiquement. Donc en fait, c'est la torsion au niveau des cisaillements qui l'emporte et qui nous donne un cisaillement important. Et ce cisaillement est très important puisqu'il est de l'ordre de 30 mégapascal maximal. Très bien. Donc on va retenir que nous avons au droit de l'encastrement un état de contrainte plan avec une contrainte maximale de l'ordre de 1 mégapascal et des cisaillements qui sont ceux qui sont dus essentiellement à quelque chose qui doit être de la torsion et qui a conduit à un cisaillement dont le max est de 30 mégapascal. Voilà donc pour l'analyse classique ce qu'elle a conduit au sens des déformations et des déplacements et au sens des contraintes. On peut aussi regarder l'état de contrainte dans la poutre secondaire, par exemple près de l'assemblage, ici au niveau 2, on peut le faire aussi. On peut regarder la contrainte, stresses, sur la poutre numéro donc 3,
au droit de 0, donc ici au début, et on va regarder l'état de contrainte. C'est un état de contrainte de flexion, il est normal, il est de plus ou moins 7 mégapascales. Puis voilà. Et puis pour l'effort tranchant, il y a un effort tranchant, et nous obtenons bien un cisaillement d'effort tranchant. Il n'y a pas autre chose que le cisaillement d'effort tranchant, donc on sait qu'il est dans l'âme de la section, et ça c'est normal. Voilà un résultat tout à fait classique. Très bien. Alors maintenant, nous allons changer de type d'analyse. Et pour changer de type d'analyse, on va faire vraiment changer le type d'analyse, non seulement pour l'HEA 300, mais aussi pour l'IPN 220, même si ce n'est pas très utile, nous le verrons. Donc en fait, voilà, je choisis que pour l'IPN 220 et l'HEA 300, je vais faire une analyse avancée. Alors je n'ai rien à changer, il suffit de passer dans Analyse, dans Équilibre et de faire Solve encore une fois, c'est tout. Alors on nous dit, attention, vous venez de changer d'analyse et on va annuler tous les résultats qui sont passés. On dit, ok, voilà, c'est parti. Donc les calculs viennent d'être refaits, voilà, on va réexploiter les résultats. Je valide. Même chose, on va d'abord regarder les déplacements. Alors au niveau des déplacements, au niveau du déplacement UZ du nœud numéro 4, nous étions à moins 145, moins 146. On est passé à moins 42, c'est-à-dire moins du tiers du déplacement vertical. Alors pourquoi avons-nous obtenu 3 fois moins? Pas à cause de la flexion de la poutre secondaire, mais probablement à cause de la rotation au droit du nœud d'assemblage numéro 2, et on le voit bien, parce qu'au droit du nœud numéro 2, la rotation qui était de moins 72 milliradians est passée à moins 20 milliradians. Donc la rotation de torsion, qui était ici de moins 72 milliradians, a été divisée à plus de 3. Alors évidemment, le fait que cette rotation ait été divisée a entraîné aussi un déplacement vertical au droit du nœud 4 qui est beaucoup plus petit. Donc en gros, nous constatons que d'un point de vue de la déformation, le comportement général de cette structure a montré une rigidification de l'ensemble de la structure qui a conduit à des déformations bien plus faibles et à des mouvements de déplacement ou de rotation bien plus faibles. Alors cela est dû au gauchissement gêné, justement. Allons voir maintenant les contraintes. Au niveau des contraintes, je vais dans Stresses, et je vais sur la poutre numéro 1. Sur la poutre numéro 1, je me remets au droit de l'encastrement. Poutre numéro 1, au droit de l'encastrement en 0. Et on regarde la distribution des contraintes axiales. Cette fois-ci, les contraintes axiales seront dues d'une part à la flexion et d'autre part au fait que le gauchissement gêné génère lui aussi sa part de contraintes axiales. Et on s'aperçoit que l'état de contrainte n'est plus du tout un état de contrainte dû simplement à de la flexion. En fait, ici, les contraintes dues au gauchissement empêché, les contraintes axiales dues au gauchissement empêché, sont beaucoup plus importantes que celles de la flexion. Et on peut le voir au niveau ici des contraintes maximales, puisqu'elles sont de l'ordre de 33, plus ou moins 33 mégapascales, et nous étions à quelque chose de plus ou moins 1 mégapascal. Donc cet état de contrainte est beaucoup plus sérieux, et il n'a pas du tout le moindre rapport avec celui qui est passé, parce qu'il n'en a pas du tout la même forme. Cela pour ce qui concerne les contraintes axiales. Maintenant, regardons les contraintes de cisaillement. Les contraintes de cisaillement n'ont pas du tout non plus la même forme, ni les mêmes valeurs. Le maximum était de 1 mégapascal, alors que le maximum qui était un cisaillement de torsion, tout à l'heure en classique, était de l'ordre de 29-30 mégapascal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le cisaillement a été énormément réduit en faveur d'une contrainte axiale beaucoup plus importante, avec des distributions totalement différentes. Bien. Et donc, en fait, on peut déjà retenir de ça que le gauchissement empêché, qui est la réalité, conduit à une rigidification de la structure au sens des déformations, on l'a vu au niveau des déplacements et des rotations de torsion, et qu'il conduit à une redistribution des contraintes qui n'est pas du tout celle qu'on a l'habitude de voir, et que cela peut être dimensionnant.
On pourrait aussi regarder sur la poutre secondaire ce qui s'est passé, y a-t-il quelque chose de nouveau. On va aller au niveau des contraintes et on va regarder pour la poutre numéro 3, au droit du nœud d'assemblage, nous avions une contrainte qui était de l'ordre de plus ou moins 7 mégapascales. Voilà, c'était celle-là. La forme n'a pas beaucoup changé, elle a l'air d'être une forme de type flexion, et au lieu d'être plus ou moins 7 mégapascales, elle est de plus ou moins 8,7 mégapascales, elle a légèrement augmenté. En fait, c'est dû au fait que, au droit de l'assemblage, au droit de l'assemblage, au droit du nœud numéro 2, en fait, nous avions un effort tranchant et un effort tranchant conduit aussi à un gauchissement d'effort tranchant. Eh bien, ce gauchissement d'effort tranchant a aussi été empêché au droit de l'encastrement mutuel, au droit de la liaison complète. Il a conduit à un petit état de contrainte supplémentaire qui nous a fait passer de moins 7 à 8,6, qui n'est pas très important, et qui fait que l'état de contrainte, si on y regarde de plus près, n'est pas, je vais l'augmenter un petit peu peut-être, je vais faire plus, et juste pour voir que ça n'est pas tout à fait plan, et il y a quelques petits changements qui sont minimes, qui fait que ça n'est pas tout à fait plan, une légère ici déformation, mais enfin, bon, ce n'est pas ce n'est pas important, ça n'est pas tout à fait plan, ça n'est pas droit, forcément, voilà, ça n'est pas forcément droit, mais en gros, globalement, le gauchissement d'effort tranchant, le fait qu'il soit empêché, apporte un petit changement, mais qui n'est pas notable et peut-être pas dimensionnant, on va dire. Et donc, en fait, sur cette poutre-là, nous n'avions pas nécessairement besoin de faire un calcul avec une analyse un petit peu plus fine. Et il suffit pour cela, au niveau du calcul, de ne pas demander pour l'IPN 220 un calcul plus avancé, un classique nous suffit, et nous pouvons relancer encore une fois les calculs pour voir qu'effectivement, choisir un calcul avancé ou pas pour cette poutre qui n'est qu'en flexion ne va pas changer grand-chose sur les résultats. Alors je vais le voir. Regardons déjà pour les déplacements. Pour le nœud numéro 4, nous avons moins 42 vers le bas, ça n'a pas changé. Une rotation de moins 20, donc ça n'a pas changé. L'essentiel était de faire d'un calcul à l'avancée sur la poutre principale, dont la torsion est importante et dont la section est très faible à la torsion. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exemple. Et de manière générale, à chaque fois que dans une structure, nous avons des sections minces ouvertes qui sont éventuellement soumises à de la torsion, il faudrait systématiquement qu'elles soient traitées avec un calcul avancé, au moins celle-là. Voilà pour la différence qu'il y a entre les calculs classiques ou avancés, c'est de permettre de prendre en compte éventuellement le blocage d'une déformation au droit des assemblages ou au droit d'un encastrement. Voilà, ce sera tout pour cet exemple.